Et bienvenue à tous pour ce 47e podcast Manchester Devils. Dans ce podcast, nous allons revenir sur la triste semaine que nous avons vécue avec notre élimination des Coupes d'Europe et le match nul face à Liverpool qui s'est fini il y a 10 minutes. Donc avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devils c'est également un site internet, un forum, un compte X, Facebook, Twitter. Donc je vous invite à tous nous rejoindre et à nous suivre sur les différentes plateformes. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de mettre un petit like et un petit commentaire dans les commentaires. On essaye d'y répondre au maximum. On est à 11 abonnés des 700, donc je compte sur vous pour qu'on passe ce cap avant le Boxing Day et avant un autre match facile face à Aston Villa. Donc je compte sur vous et je vous remercie d'avance pour votre soutien. Comme d'habitude, je suis accompagné par Jérémy, Salut tout le monde. par Mohamed Salut à tous. et par Adama. Salut à tous. Donc on On va essayer. a tous des têtes de champion là. Donc on va continuer la formule qu'on utilise depuis quelques podcasts. Donc on va commencer par l'info de la semaine ou la news de la semaine. Deuxième, ce sera notre titre du jour. Manchester United est-il à sa place avec ces deux résultats? Et la troisième partie, on vous garde la surprise. On a essayé de trouver un peu de positivité et un peu de positif dans cette période compliquée. Donc vous verrez à ce moment-là. Donc, on va commencer tout de suite par l'info. Cette semaine, j'ai galéré un peu. Je voulais pas repartir sur des leaks. Je voulais pas repartir sur Rashford qui est revenu de l'enfer avec sa gastro ou ce genre de choses. Donc, j'ai pas voulu parler de. Il y a des choses qui se passent en coulisses, mais ça tarde tellement que on en parlera quand ce sera fait parce que on est quand même le 17 décembre et qu'il n'y a toujours rien d'officiel. Donc on va attendre. Donc j'ai cherché et je voulais quand même revenir sur une info guillemets, qui est sortie. C'est plutôt une vidéo qui est sortie sur les entraînements de Ten Hag à l'Ajax et à Manchester United. Ça fera en plus la transition sur le deuxième sujet du jour, où on voit, pour ceux qui n'ont pas vu, je crois qu'on l'a reposté ou on l'a pas reposté sur Twitter. Je pense pas. Au pire, on le fera juste à la suite de ce podcast. Mais donc, c'est pour ceux qui ont vu la vidéo, beaucoup de fans de United ont vu la vidéo. C'est un simple exercice type taureau. En gros, tu as 6 ou 7 joueurs sur le côté et 2 gars au milieu qui doivent récupérer la balle. Et normalement, tout se fait à très haute intensité et avec une précision qui devrait être là. On voit la comparaison entre celui de l'Ajax, ou à l'Ajax, bien sûr, qu'il y avait des joueurs de grande classe technique, comme De Jong ou ce genre de joueurs, mais il n'y a pas que ce genre de joueurs. Il y a des joueurs qui étaient moins connus pour leur niveau technique. Et il y a la vidéo qui est sortie de notre version à nous avec les joueurs de Manchester United et ça fait juste mal aux yeux. Sur la séquence, il n'y a pas 3 passes qui sont enchaînées. Enfin, il n'y a pas plus de 3 passes. Et donc, et moi, ça montre deux choses. Premièrement, c'est que oui, Ten Hag les fait travailler à l'entraînement. Mais il y a une phrase qui ressort souvent d'Adama qui dit: mais ils sont capables de faire une passe à 3 mètres. Et quand tu vois ce genre d'exercice, je suis obligé de dire j'ai des gros doutes, hein, parce que là, en plus, il n'y a pas une grosse intensité des défenseurs hein, sur la séquence de United par rapport à celle de l'Ajax. C'est une séquence de 10-15 secondes. J'attends mon tour. Donc non, ces joueurs-là ne sont pas capables de faire ce que l'Ajax fait, même pas, on ne peut même pas s'y approcher en fait. Ah oui, ça on est d'accord. Ça. Et ouais, mais l'Ajax, quand Ten Hag y était une équipe forte techniquement, mais c'est pas non plus le Barça de Guardiola. Attention, hein, il y a. Mais ça, ils le travaillent depuis les U10. Hein. Oui, mais la vidéo qu'on voit de l'Ajax, c'est très fort techniquement quand même. Hein. On va pas se mentir, on compare quelque chose qui est très faible pour notre niveau, hein, qu'on devrait être, notre version à nous, et la version de l'Ajax qui était quand même du haut niveau sur l'exécution. Alors c'est une vidéo de 30 secondes, hein, ça veut pas tout dire. Oui, mais quand même. Mais il y avait déjà eu la vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, sur le fameux exercice dès l'année passée, dès l'été passé au Ten Hag. En fait, c'est ouais, en fait, t'avances et t'as juste des jeux de remise à 1 mètre et je sais pas comment l'expliquer sans un tableau noir, mais vous avez sûrement vu la vidéo où t'as un joueur qui part, il fait la passe à un gars au milieu qui la remet juste à côté de lui et il croise et tout ça. Appui remise. Oui, avec un, oui, exactement, un appui avec remise. Une variante quand même, mais oui. C'est une variante d'un appui remise, ouais, tout simplement. Et notre version était à vomir par rapport à celle de l'Ajax. Donc, ces joueurs-là n'ont pas les capacités techniques pour jouer dans un club d'élite. Et
quand j'ai vu ça, en fait, tu vois, il y a plusieurs choses sur le niveau technique de nos joueurs qui est infâme. Par rapport au top niveau européen, et ça va être la transition après, et on est immonde techniquement. Il y a plusieurs choses. Il y a avoir la technique, c'est pas avoir seulement les capacités techniques. C'est-à-dire que pour moi, le meilleur exemple, il y en a deux, on dira, chez nous, c'est 1,5. Parce que il lui manquait un pied droit. Mais le meilleur exemple, c'est Bruno. Bruno, il a la capacité technique, mais il n'a pas la justesse technique. Ce qui fait que son niveau technique global est mauvais. Depuis qu'il joue au foot, c'est toujours la même Je chose. dirais pas mauvais, mais c'est ce qui fait qu'il a largement. Tout dépend de quoi on parle. Tu parles dans les petits espaces. Les deux. Global. En fait, c'est ça qui fait qu'il a beaucoup de déchets. Je suis d'accord avec toi. Je dirais pas qu'il est mauvais techniquement. Mais il a du déchet. Non, il est pas mauvais techniquement. C'est un joueur moyen techniquement. Parce que ses choix et son manque d'intelligence technique et tactique et les risques qu'il prend couvrent ses capacités de base qui sont bonnes. Bruno... Tout dépend dans quoi tu l'emploies en fait. C'est-à-dire que si tu le prends sur les longs ballons, il est plus précis depuis 2 ans. On commence déjà par s'égarer. Ouais, mais tu prends tous les... Ouais, on va pas s'égarer, t'as raison. Mais en fait, Bruno, pour moi, c'est le symbole d'un joueur qui est pas bon techniquement. Et tu regardes sur la vidéo qu'il y a, il y a quand même 5 joueurs qui étaient titulaires aujourd'hui. Donc on n'a pas mis entrer les remplaçants des remplaçants. Après, si je pouvais juste apporter mon commentaire sur la vidéo, vous savez très bien, moi, mon aversion pour les compilations ou les vidéos très courtes, non loin de défendre en fait ce qui s'est passé. Un taureau, c'est pas représentatif de la capacité à pouvoir ressortir les ballons de derrière. Mais par contre, c'est le symptôme. En fait, c'est une vidéo, une compilation qui te montre tout ce qu'on voit en match. Oui, je dis pas le contraire, mais de corréler le fait qu'on sache pas faire 3 passes dans un taureau et la capacité à ressortir le ballon de derrière, sachant que c'est pas les mêmes exercices. Oh. Le taureau, c'est juste un échauffement. Pas pour Guardiola. 50% de l'entraînement de Guardiola, c'est les taureaux. Oui, mais ça c'est Guardiola, mais nous on n'a pas Guardiola chez nous, donc on fait avec nous ce qu'on a. Donc moi c'est après on peut penser l'inverse. Moi c'est ma pensée. Vous êtes libre de ne pas être d'accord avec ça. Et on a très bien vu. Je vais prendre un exemple assez simple, des joueurs qui savent pas jongler. Lors des présentations au Real ou au Barça. Un Dembélé ne savait pas jongler, un Théo Hernandez ne savait pas jongler. Il y a plein de joueurs qui savent pas jongler. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'ils sont pas à l'aise techniquement? C'est un poil différent. Non. C'est un poil différent parce que le jongle n'est pas une action de foot. Oui, mais là, c'est juste un échauffement. Et en plus, on a pris forcément une séquence où ça fonctionne pas. Et je suis pas en train de les défendre. Ça se trouve, ils ont fait plusieurs, où ils ont réussi. C'est pas représentatif. Moi, c'est juste ça mon point. Après, on peut ne pas être d'accord. Après, c'est juste que la vidéo, en fait, elle vient ne pas contredire ce qu'on voit en match. C'est ça, ça qui est gênant. Parce qu'en fait, à la limite, si on le voyait en vidéo, on pourrait se poser la question de dire putain, mais ils y arrivent à l'entraînement. Pourquoi ça sort pas en match? Et là, en fait, on est toujours en train de dire mais c'est pas possible, à l'entraînement, qu'est-ce qu'ils font? Ça marche pas, mais comment ils travaillent? Parce qu'ils travaillent. Je veux dire, on peut râler, faire des supporters de base, mais les mecs sont payés, ils se lèvent tous les matins, il y a des gens qui vérifient, ils travaillent. Et là, ce genre de vidéo, je suis d'accord, c'est pas représentatif d'un entraînement en entier, c'est assez court, mais il n'empêche qu'il y a au moins des phases d'entraînement où ça se passe comme en match. Et bah, si finalement tu le vois tout le temps en match et que sur les quelques vidéos que tu vois de l'entraînement, ça continue de se passer, tu te dis que le faible moment où ça doit pas se passer, il est quand même très réduit au final. En fait, où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est pas parce qu'on a vu cette vidéo qu'ils sont mauvais. Par contre, cette vidéo et les autres vidéos d'entraînement qui sortent, où à chaque fois qu'il y a un circuit de passe, c'est brouillon, la passe est à 1 mètre du gars, ou même à... En fait, ça représente... En fait, où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est pas cette vidéo qui fait qu'on est mauvais, mais cette vidéo montre qu'on est tout le temps mauvais à le faire. Parce que c'est exactement ce qu'on voit en match et sur toutes les vidéos d'entraînement. Et c'est aussi, pour moi, il y a 2 choses. C'est que ça montre que techniquement, on a très peu de bons joueurs, de vrais bons joueurs. Et deuxièmement, ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup de joueurs qui se cachent sur le terrain parce que tu as peur de recevoir le ballon. Donc, finalement, on était tellement meilleur dans la vidéo où Rashford courait très vite tout droit avec un élastique qui le retenait. C'est faux, il y avait des piquets. Il y a une fois aussi où il monte comme ça, mais à une vitesse, mec. Bon, celle-ci de vidéo, elle est sortie
par un journaliste, donc n'est pas filtré. Mais le pire quand même, si vous allez retrouver la première dont je parle sur un appli remise, elle était sortie par la vidéo officielle Manchester United, donc les gens et normalement ils ont pris le meilleur moment. Les gens, mais les gens des relations publiques se sont dit, c'est une bonne idée, on va le montrer. Mais bon, bref. Donc, juste pour montrer que le niveau technique des joueurs est loin d'être suffisant. Et ça fait la transition sur la deuxième partie qui est notre question et le titre de. J'ai fait une faute dans le titre, je vais changer ça tout de suite. Et sinon, t'avais la seule vraie, la vraie. Non, l'info de la semaine, c'est que Van de Beek, ça a l'air d'être officiel pour Francfort en janvier. Oui, mais je parle que des joueurs. Je parle que des joueurs de Manchester United, donc je vais pas parler de Van de Beek. Pour l'instant, il fait encore partie de notre effectif. Il est jamais arrivé. Ouais, malheureusement. Fallait peut-être pas le signer comme alternative à Grealish. Bref, donc transition. On va faire la transition sur le sujet phare, le sujet principal de ce podcast. Est-ce que c'est le titre à Manchester United est-il à sa place? On vient de sortir de 2 matchs face à 2 tops équipes mondiales qui ne sont pourtant pas au top de leur forme. Et on a bien vu que en fait Manchester United perdre face au Bayern et faire 0-0 miraculeusement, pas miraculeusement, mais dans la souffrance totale face à Liverpool, c'est notre place actuelle à mes yeux. Quand on a joué au jeu, on a joué sur notre groupe WhatsApp au jeu face au Bayern, quel joueur de Manchester United serait titulaire au Bayern? On a tous eu la même réponse. Et petit spoiler, on peut même pas appeler ça un chiffre. Donc c'est 0. Donc en fait, quand tu vois ça, tu te dis ok, on n'a aucun joueur qui serait titulaire au Bayern. Bayern qui a mis leur équipe phare quand même, hein, mais aucun joueur qui serait titulaire au Bayern. Tu dis tu perds 1-0, t'as pas vu le ballon. Là, on a joué face à Liverpool. Je dis, quand tu vois notre composition et la composition de Liverpool, quel joueur de Manchester United serait titulaire dans ce Liverpool-là? Quel joueur de Manchester United aujourd'hui? Je parle pas de Lisandro Martinez ou Casemiro qui sont out depuis 6 mois. Et le chiffre, il est proche de 0 aussi. J'ai marqué, alors je sais qu'il y a des gens qui m'ont repris dans les commentaires sur le niveau de Luke Shaw. Je suis désolé, quand tu vois le niveau de Luke Shaw et le niveau de Tsimikas, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est 2 joueurs qui sont dans la même catégorie. Et pour moi, c'est il y a peut-être Varane. Varane qui est peut-être un meilleur joueur que Konaté. Peut-être. Pas sûr. Ouais, je laisse le bénéfice du tout. Ça se discute. Il y a quelques joueurs qui se discutent. Ça se discute même pas en fait. Ouais. Et il y a aussi un autre joueur, c'est Amrabat et Endo, c'est le même type de joueur, la même range de joueurs. Mais sinon on parle de gars qui sont normalement pas titulaires. Bon, normalement Amrabat non plus, mais et quand tu regardes tout cet effectif là, tu regardes petite info aujourd'hui sur les 18 joueurs de champ sur notre feuille de match. 7 avaient moins que 21 ans. Et sur les 7, tu as Højlund qui a un vrai passif de joueur pro, il a commencé à avoir des minutes, mais sinon c'est des Mainou, des Dangor, il y a un Français dont je ne pourrais même plus vous dire. Comme voilà qui était là, des Mejbri qui sont pas là, des Pellistri, tous ces genres de joueurs-là. Et ça représente quand même plus d'un tiers des joueurs. Donc ma question, je vais arrêter de faire un monologue, c'est avec ces matchs-là, avec l'effectif qu'on a, avec l'état de notre club général depuis 10 ans, et je pense qu'on arrive au point le plus bas avec McTominay titulaire dans un derby face à Liverpool. Est-ce que... Capitaine, pardon. Les deux. Déjà, le premier était un problème, mais capitaine, même si je peux défendre, si tu prends la liste des joueurs, je peux défendre qu'il soit capitaine, mais est-ce qu'on n'est pas juste à notre place, les gars? Moi, je pense que j'entame les hostilités. Je pense qu'on est légèrement en dessous de là où on devrait être. C'est le légèrement en dessous, je vais le placer tout simplement à cause du match du Bayern. Pour moi, on a le niveau Europa League, et pour moi, on n'est pas en Europa League cette année. Donc, on est légèrement en dessous de là où on doit être. En championnat, faire un nul contre Liverpool, puisqu'on va, je pense, d'abord parler surtout de Liverpool, et on finira peut-être tout à l'heure rapidement par le Bayern. Là, par contre, ce soir, pour moi, on a gagné 2 points. On a gagné 1. Ou pas perdu 2 points. Ou pas perdu 2 points. Comment vous placez comme vous voulez, parce que ce soir, quand tu fais ta saison, j'en ai déjà parlé une fois, et que t'es pas idiot, oui, t'es supporter, on va gagner tous les matchs. Et après, il y a la vraie vie quand t'es coach et tu sais très bien que tu vas pas gagner tous les matchs. Il y a des points à perdre, parce que tu sais que tu vas pas tout gagner, qui sont attendus.
Actuellement, quand tu vas à Liverpool, c'est des points à perdre sont attendus. Tu fais une défaite dans ta feuille de route, c'est pas scandaleux. Oui, c'est scandaleux d'un point de vue supporter, c'est le derby, bla, on se bat. Bon, bref, ok, ça c'est la passion. Après, tu as la rationalité, tu as la feuille, il y a les points, il y a le comptable, il y a ce que tu estimes. Et perdre à Liverpool, c'est plus normal qu'aller perdre à Luton. C'est comme ça, c'est factuel. Et du coup, je me dis ce soir, on n'a pas perdu, on gagne un point, quoi qu'il en soit. On arrive à s'en sortir sans trop de blessés, et s'il n'y en a qu'un seul, c'est peut-être McTominay. Et l'autre, il est mort de rire. Je me dis, finalement, par rapport à ce qu'on connaît de manière habituelle, ça va. On a limité la casse correctement. On aurait pu faire un hold-up. On a eu 2-3 actions pour faire un hold-up, ça s'est pas fait, c'est comme ça. Ça va, honnêtement, ça va. Ce soir, le match de ce soir était un match attendu par rapport au niveau que actuellement on a. Et quand je dis actuellement, pour moi, je ne parle pas que de cette saison. Je parle d'une tendance qui se dessine depuis plusieurs saisons. Pour moi, la tendance, je l'ai déjà dit, elle est située, notre club doit être entre le 4e et 6e. C'est notre niveau attendu actuellement. C'est ce qui fait qu'on doit progresser, parce qu'on doit dépasser ce niveau pour être meilleur que 4e à 6e, mais c'est le niveau attendu. Et par contre, si on n'est pas dans le 4e à 6e, j'ai un problème, c'est qu'on sous-performe, et on sous-performe pas par rapport à le titre, on ne joue pas le titre, on ne joue pas les 3 premières places, on sous-performe par rapport au fait que, pour moi, on a un niveau de petite Europe, 4 à 6. Je laisse la parole. C'était clair. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a un truc qui me dérange, c'est que sur ce match-là, je trouve que malgré qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'attentes, surtout après le match du Bayern, où on est éliminé de toute compétition européenne, il y avait quand même un petit peu mieux. Pas énormément mieux à faire, mais un petit peu mieux. On n'a pas suffisamment assez bien joué le peu de coups qu'on avait. Il y a eu des occasions franches avec Garnacho où, je ne vais pas dire qu'il se précipite, mais c'est surtout Arnold qui fait un bon geste défensif. À noter, parce que c'est le seul de l'année, sûrement. Ouais. Mais il y avait, en fait, c'est ça. Moi, je veux bien que, sur ce point, je vais rejoindre Adama, même si pour moi, d'habitude, ça compte. Je veux bien que tu aies des blessés, que tu es dans une forme, une dynamique un peu négative, la non-vente, la vente qui n'est pas encore actée, toute cette négativité dont on discute depuis pas mal de temps autour du club. Mais un match, c'est un match, c'est 11 contre 11, peu importe qui est qui sur la feuille de match. Je veux bien que le niveau technique, tout ce dont on a parlé en première partie, mais un match, c'est un match. Et un derby, Ten Hag lui-même l'a dit, s'ils ont besoin de moi pour être motivés dans ce type de match, ils ont rien à faire dans ce club, en fait. Il y en a certains qui ont vraiment rien à faire dans ce club, mais pour le coup, ce match-là, et comme on l'a dit aussi, c'est pas le meilleur Liverpool, comme ce n'était pas le meilleur Bayern, mais c'était pas le meilleur Liverpool. Il y avait quelque chose à tenter. Donc je reste un petit peu sur ma faim. Pas forcément déçu du résultat, parce que comme tu l'as dit dans ta programmation annuelle, tu te dis là on va perdre des points, c'est sûrement déplacement à Anfield, déplacement à City. Donc voilà, on va dire il y a une logique qui est plus ou moins respectée. Mais je reste un petit peu sur ma faim sur ce match-là. Comme face au Bayern, on fait une mi-temps pas trop dégueulasse, je trouve. On est assez en place, on est équilibré. La deuxième mi-temps est un peu moins bonne, mais en tout cas la première mi-temps, on est en place. On leur pose quelques petits soucis au niveau de la relance, on les presse assez bien. Mais offensivement, ouais, totalement inoffensif sur les deux matchs. Et ça, par contre, ça m'a dérangé. Est-ce que vous pensez, et Adama, comme ça je pose la question, tu peux y répondre pour enchaîner. Est-ce que vous pensez que avec Casemiro sur le terrain aujourd'hui, le match est différent? Non. Oui. Oui, mais légèrement. Oui. Pas énormément. En fait, pour moi, le plus gros problème offensif avec les joueurs qu'on a dans ce club, attention, hein, dans les absents, celui qui nous coûte le plus dans les absents, c'est Martinez. Lisandro, ouais, parce que le fait d'avoir Martinez et Varane, tu joues beaucoup plus haut, donc tu récupères la balle beaucoup plus haut. Et c'est Casemiro, est-ce que Casemiro aurait fait un bien meilleur match qu'Amrabat aujourd'hui? Peut-être un petit peu, mais la marge, elle est différente. Alors que le problème, c'est qu'Evans a fait un très bon match pour Evans. Mais quand tu joues avec Evans, c'est la même chose quand tu joues avec Maguire, tu dois jouer beaucoup plus bas. Et donc, quand tu dois faire une passe, déjà en plus avec ton milieu de terrain où il n'y a que Mainou qui sait faire une passe à 5 mètres, c'est hyper compliqué. Donc je pense que c'est plutôt Martinez qui changerait notre attaque. Et quand je dis qu'il changerait, on passerait pas de United à City, hein, mais on passerait à une équipe un poil plus respectable. Et tu l'as même vu avec le début de saison au Casemiro, quand Lisandro était déjà absent, il était esselé au milieu, donc il est meilleur qu'Amrabat intrinsèquement, il n'y a aucune discussion là-dessus.
pense pas qu'il aurait changé le visage de notre équipe. Tiens, je vais poser une question toute bête, répondez juste par le nom. Toi, tu dis automatiquement Amrabat. Tu penses que si tu mets Casemiro, il remplace Amrabat dans le trio aujourd'hui? Non, Oui, ça aurait été Mainou, mais Ça aurait été Mainou, bien sûr. mais ça aurait été une erreur Pour moi, parce que c'est typique par rapport au nom et à l'expérience des gars. Parce qu'aujourd'hui, le seul capable de ressortir un ballon et de calmer le ballon dans l'axe, c'était Mainou. Et on en reparlera peut-être plus tard, mais Amrabat a fait du Amrabat. Est-ce que vous pouvez attendre d'Amrabat un bien meilleur match qu'aujourd'hui? Non. Pas dans ces circonstances. Pour moi, c'est même un de ses meilleurs matchs. Il a joué tout le match quasiment avec un gamin de 18 ans à côté, McTominay qui n'a pas défendu, il doit couvrir trop d'espace. Il doit couvrir et surtout avec l'intensité que les joueurs de Liverpool ont mis, il était toujours soit légèrement en retard ou soit il devait rattraper une course de 15-20 mètres à chaque fois. Donc, et surtout, pour pas qu'il a fait un match dégueulasse comme les gens le disent sur Twitter. Ah non, ceux qui trouvent qu'ils ont fait un match dégueulasse, c'est qu'ils s'attendent à ce qu'on ait Rodri au milieu de terrain. Mais surtout, quand tu vois en fait Amrabat, c'est que si tu mets Amrabat et Casemiro, t'as pas ce gars. Parce que même Casemiro, pour ressortir un ballon, c'est pas ça. Casemiro, il sera bon s'il a un peu d'espace et qu'il peut prendre le temps de faire la passe. Mais quand tu regardes même au Real, quand il était au top de sa forme et pas le Casemiro qu'on a nous, c'est Kroos et Modric qui ressortaient les ballons dans les petits espaces. Casemiro est très bon dès qu'il peut faire des longs ballons, mais tu sais qu'il a 2-3 secondes qu'il est en train d'avancer avec la balle. Donc, ouais, mais en fait, ouais, j'ai un peu extrapolé ta question, mais non, ça aurait été Mainou qui aurait été sur le banc, mais ça aurait été une erreur. Ouais. Moi, pour revenir aux deux matchs et pour répondre à la question, oui, on est tout à fait à notre place. Aujourd'hui, on n'est pas capable de rivaliser, ne serait-ce qu'avec le Bayern et aussi avec Liverpool. Après, les deux matchs sont différents et je serais plus sévère sur le match du Bayern que sur le match de Liverpool. Là, aujourd'hui, en fait, on a mis le double deck, on a posé le bus et c'est tout. Il a pas très bien fonctionné vu les 34 shoots qu'on s'est pris. 36, non mais pour le coup, il a tenu. Il pouvait... Franchement, on aurait pu continuer le match encore 30 minutes, 1 heure. À 10. Pour ma part. À 10, ouais, c'est vrai qu'à 10, à 10, ça aurait été compliqué. Mais à 10. Après, à 10, c'est vrai que j'avoue. Non, mais en fait, tu en rigoles, mais en fait, on en rigole, mais c'est à peu près ce que je dis, c'est un peu juste dans le sens où je sais pas si on va parler du rouge de Dalot qui est stupide et dur par l'arbitre. Il y a les deux. Hein. Lui est stupide et l'arbitre il fait la tête de con. Mais par contre, on a tellement mis d'intensité pour tenter de les bloquer qu'on s'est commencé à se prendre des jeunes. Je veux dire, s'il y a un match avec une double prolongation, tu vois, j'ai peur qu'on arrive à un moment donné, à un moment où les joueurs peuvent plus aller au contact sous peine de se prendre un rouge. Et on commencera à défendre différemment parce que vous l'avez commencé à le dire. Je suis pas d'accord. Mais vous avez commencé à le dire. À mon sens, ce qui m'a gêné défensivement, même si ça a fonctionné comptablement, on défendait beaucoup trop bas. Moi, je n'aime pas quand tu... T'es obligé avec Evans, c'est chaud. Je l'entends, mais on défendait trop bas. Et ce que je n'aime pas quand tu défends trop bas, c'est que quand tu es en difficulté, et on l'a très bien vu sur l'action avec Konaté, où il frappe dans les mains d'Onana, et on est content à ce moment-là qu'il frappe dans les mains d'Onana, quand tu fais une erreur ou dès que tu as un petit peu de mal, tu es dans ta surface. Tu n'as pas d'air, tu n'as pas de champ libre, tu n'as pas de distance, tu n'as rien. Et cette action-là, elle est typique, tu la revois, on est en double rideau, mais le ballon est passé dans les lignes du double rideau. On se retrouve avec, sans déconner, peut-être 10, 15 joueurs dans la surface. À ce moment-là, c'est un brouhaha. Et tu as Konaté qui se tourne et qui sort une frappe. Je veux dire, s'il fait un extérieur au lieu de faire un intérieur, elle part sur le côté, c'est but. Hein. Bon, avec Deschamps, on peut refaire le monde. Là, en fait, on a joué sur nos qualités. Ainsi, ça se joue à 4 cm au bout du pied, c'est pas ainsi en fait. Oui, si tu joues à ça, on peut en mettre 3. Hein, actuellement, il a pas marqué, donc c'est ainsi. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, ça a réussi comptablement, mais quand à la question de savoir est-ce qu'on peut jouer encore 1 heure comme ça, non. Parce que tu peux pas forcer la chance. À un moment donné, ça finit par casser. Si tu m'avais laissé développer, j'ai même pas pu développer. J'ai juste dit, moi, j'ai dit pour ma part, on n'est pas obligé de suivre mon raisonnement. Je détiens pas la vérité. De toute façon, personne la détient puisque le match il jouera pas 100 minutes de plus. Mais pour ma part, moi, j'étais pas spécialement inquiet sur le match et pour moi, on a bien défendu. Après, Liverpool aussi a mal attaqué, mais parce que nous aussi, on les a gênés. S'il y a que des plots et il n'y a pas d'adversaire, ils mettraient 10 buts.
Là, on a bien défendu, même si on a concédé énormément de tirs, mais c'est normal. Si tu joues à 10 mètres de tes buts, forcément, tu vas concéder. Et tu joues sur les qualités d'Evans, puisque Evans, il est bon quand, comme Maguire, ils sont bons quand ils ont le jeu face à eux. Mais quand ils doivent se retourner pour faire des sprints de 30 mètres, là, c'est plus compliqué. Donc là, moi, personnellement, je m'attendais pas à mieux. Moi, je pensais qu'on allait en prendre 3. Habituellement, c'est moi qui suis le plus optimiste en disant oui, on va les taper, on va faire ceci, on va faire cela. Je m'attendais à ce qu'on en prenne 3. Et quand j'ai compris la configuration de match auquel on allait assister, bah là, je me suis dit, bah, moi, ça me va, 0-0, ça me va. On aurait pu marquer, mais après, quand tu défends énormément et que tu dois faire des sprints de 100 mètres pour aller marquer, la lucidité n'y est pas. C'est normal. Højlund, malheureusement, il n'a pas pu être la seule occasion qu'il a eue. Bon, il aurait pu la tirer en première intention sur son pied gauche. Il s'est mis sur son pied droit et ça se voit qu'il manque de lucidité. Mais il en a qu'une seule. Et on peut pas forcément l'accabler dessus. Même si sur les grands attaquants, c'est ce qu'on attend d'eux. C'est qu'ils ont une demi-occasion. Par exemple, à Inzaghi à l'époque, 0 occasion, il mettait un but. Tu sais pas Nunez, comment. Quoi. Kane. Mais c'est pas un grand attaquant. Non, mais Kane est capable de faire un match complètement oublié à côté et sortir un ballon. Exactement. Contre nous, il a fait un match exécrable et pourtant, il se retrouve à faire une passe D. C'est ce qu'on attend là actuellement. C'est ce qu'Højlund doit proposer. Pour en revenir à ce que Mohamed disait dans le groupe. J'ai qu'une question à te poser pour que tu continues justement ton raisonnement. À partir de quelle minute pour toi dans le match tu as compris que le match allait se passer comme ça? Franchement, au bout de 20-30 minutes de jeu, je me suis dit, c'est bon là, aujourd'hui, ça va pas passer aujourd'hui. À 20 minutes, tu fermais déjà la boutique, tu savais que Liverpool gagnait pas? On a fermé la boutique à la première minute de jeu. Tu fermais la boutique au sens, pour toi, c'était plié, on perdait pas le match. C'est dans ce sens-là, quoi. Ouais, pour moi, je me disais, ça va être difficile, ils vont pas marquer aujourd'hui. C'est vrai que j'ai eu le même je voyais Szoboszlai, je voyais Salah. Je voyais qu'ils n'étaient pas forcément dans un bon jour. Je me suis dit, non, aujourd'hui, tout va pas tourner dans leur sens. Non. Okay. Ça m'a fait cet effet au retour de la mi-temps. Je me suis dit, ils n'ont pas l'air dans leur grande forme, la Liverpool. Et nous, tu avais un Varane des grands soirs qui prenait tout de la tête. Et il y avait un petit facteur chance de notre côté. Moi, ça me l'a fait à la 77e. 77e, c'est assez précis, mais c'était à un moment donné où tu voyais qu'ils étaient dans le Pellistri est rentré. Là, pour moi, on gagnait 3-0. J'ai pas compris pourquoi on n'a pas gagné quand Pellistri est rentré, honnêtement. C'est Exodial maudit, normalement, dès que tu rentres, tu me gagnes, mais... Faut avoir la ref, là, faut être un peu vieux, mais... Oui. Donc, en fait, moi, après cette semaine, c'est là où c'est le plus frustrant, et j'ai entendu quelqu'un qui c'est qui a raconté ça? Je sais plus. J'ai entendu une phrase où, en fait, l'effectif qu'on a, et qu'on a depuis longtemps, parce que l'effectif n'était pas bon, surtout l'effectif actuel, parce que si Casemiro, Eriksen, Mount et Lisandro Martinez sont là, on n'a quand même pas la même équipe. Mais pour moi, maintenant, tu as deux possibilités. Avec eux, on s'en est pris 7 l'année dernière. Mais... Après, c'est un raisonnement assez facile à faire. Mais avec eux, on finit devant Liverpool l'année passée. Alors que là, on a 10 points. Donc, sans Mount. Mais en fait, pour moi, maintenant, il y a deux possibilités. Et cette semaine a été assez difficile dans mon cœur de supporter de Manchester. Parce que, moi, vous savez que je suis le premier à critiquer ce club et ses joueurs, parce que c'est pas du tout ce pourquoi j'ai signé quand j'ai fait mon pacte avec mon âme d'être fan de Manchester United jusqu'à la mort. Mais, et les joueurs, en fait, les joueurs sont trop foutus de nous pendant 10 ans et tout. Mais cette semaine, j'ai entendu, je sais plus qui, je crois que c'était un Anglais, c'est sûr, mais je sais plus qui expliquait, qui disait, quand tu regardes l'effectif qu'on a, intrinsèquement, il disait deux choses. Intrinsèquement, et le style de jeu des joueurs, est-ce que c'est plus proche de Manchester City ou de West Ham? West Ham. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et c'est pas pour faire du bashing, c'est juste qu'il n'y a pas photo. Parce que... Et encore, je trouve ça dur parce que West Ham, ils ont un système de jeu établi. Pour les avoir regardés, je vous l'ai dit l'année dernière. Non, moi, je parle des joueurs. Tu pourrais les reconnaître à la manière de jouer. Alors que nous, non. Non, t'as pas compris. Je parle des joueurs et du profil des joueurs. Tu regardes Maguire, McTominay, ils devaient aller là-bas. Dalot, il est pas meilleur que leurs latéraux. Ils ont des gars comme Paqueta. Paqueta,
depuis une année, c'est pas moins fort que Bruno. Ils ont des Kudus qui est pas moins bon que nos joueurs. Ils ont des joueurs. Bowen. En fait, Bowen. En fait, c'est des joueurs où je veux en venir. C'est que tu peux dire, pour moi, il y a deux joueurs qui sont hors de ce lot-là. C'est Casemiro et Martinez. Pour moi, ils sont au-dessus de ça. Ils sont bien d'accord. Mais ils sont et pas Varane là. quand même un peu. Ouais. Et Varane, quand même, déjà la dernière année au Real. On a dit qu'il entamait le déclin, mais voilà. Il est en déclin, mais oui, Varane. C'est les trois seuls joueurs pour moi de classe qui sont au-dessus. Toi, Rashford, Bowen, tu peux aller regarder les chiffres si tu prends depuis 2 ans. Donc tu prends la bonne année, la bonne période de Rashford dedans pour être gentil. En fait, ces deux joueurs, c'est les mêmes profils. C'est les mêmes profils, c'est les mêmes catégories aujourd'hui. Sur ce qui t'apporte, ouais, c'est exactement. Et donc, où il disait, il y a deux possibilités maintenant. Adama, il est pas content. Non, mais il y a deux possibilités. Bowen était un bien meilleur technicien, mais beaucoup moins rapide. Mais il y a deux possibilités. Soit tu continues de jouer avec un effectif de ce niveau, avec ce type de joueur, mais par contre, tu prends pas Ten Hag, tu prends pas. Tu prends Big Sam. Non, quand même pas, parce que le dernier qui a dit ça. Mais oui, mais en fait, dans l'idée, c'est un peu ça. Mais, oui, alors le gars, il disait Sean Dyche, qui est quand même bien meilleur que Big Sam, mais ou David Moyes. Je sais plus le nom, j'arrive à retrouver. Mais en fait, il disait, tu as deux possibilités quand tu es Manchester United, c'est-à-dire que tu as des joueurs qui sont faits aujourd'hui pour jouer dans un jeu. Ces joueurs-là ne joueront jamais le jeu de Zerbi, ne joueront jamais le jeu de Graham Potter, ne joueront jamais le jeu de l'Ajax de Ten Hag. Donc, il disait, et je suis d'accord, tu as deux possibilités. Point 1, tu te dis, c'est le club qui doit dire ça. Point 1, tu prends un entraîneur qui va réussir à tirer le meilleur de ces joueurs-là, mais par contre, tu vas jamais au sommet, c'est mort de chez mort, et tu acceptes de jouer le jeu de West Ham, qui va pouvoir aller te battre. On l'a fait avec Mourinho. Non, on n'avait pas ce joueur-là. Attention. On avait c'était un grand truc quand même. Attention. Oui. Et puis on avait d'autres joueurs. Je suis un grand défenseur de Mourinho, mais en gros, il a tiré le maximum. Quand il faisait chier sous Mourinho. Oui, c'est là que je voulais en venir. Attends, c'est là que quand il dit que quand il finit deuxième, que c'est le plus grand espoir qu'il avait de sa. Il a tiré le maximum de ce qu'il pouvait de l'effectif, parce que l'effectif, il était catastrophique. L'effectif était meilleur qu'aujourd'hui, mais en fait, catastrophique quand même. Où je voulais en venir, puis après je vais vous transmettre l'avis, où je vais après je vais vous transmettre justement pour avoir votre avis là-dessus. Il disait il y a deux possibilités, soit on continue avec ces joueurs-là, donc tu continues avec Luke Shaw, avec Rashford, avec McTominay, avec Bruno, avec tous ces genres de joueurs-là qui ne t'amèneront jamais au sommet, et donc tu prends un entraîneur. Si tu prends tous ces joueurs, quel est le style de jeu qui leur convient? Bloc bas contre. C'est ça. Par contre, alors soit tu fais ça, tu prends cette option-là, tu prends un David Moyes type et tu te dis ok, on accepte ça, mais par contre faut pas pleurer quand on joue pas comme Brighton. Soit il y a deuxième possibilité, tu changes l'effectif, mais tu peux pas demander de garder l'effectif et de jouer comme Brighton. Et tu peux pas donc quand je dis Brighton, c'est un exemple parce qu'on a ou comme City ou même comme Aston Villa. Pour Aston Villa, c'est une bonne partie de leurs joueurs seraient titulaires chez nous. Ou comme à Liverpool ou comme à Arsenal, tu peux pas leur demander à n'importe quel entraîneur. Et vous savez que moi je suis plutôt Ten Hag pour garder Ten Hag faute de mieux. Il y en a certains qui voudraient le changer, comme Adama qui aimerait le changer si on change les joueurs. Où je suis assez d'accord, mais quand tu vois notre effectif, on est à la croisée des chemins. Soit on continue avec ces joueurs-là, il n'y a pas de prise de conscience du club, et on continuera, comme a dit Jérémy, à rester dans ce range 4, 5, 6. Et attendez, là on est dans ce range-là, on est au niveau on est à notre place, c'est ce qu'on a répondu avant. Mais la tendance est à la baisse. On est à la baisse et Brighton n'arrivera jamais à passer le cap au-dessus parce qu'ils auront ils doivent trouver toujours les pépites et au bout d'un moment ça va se baisser même s'ils continueront à bien travailler parce qu'il leur manque 150 à 200 millions de rentrées par jour. Mais par contre, aucun club qui a ce système économique ne tient dans la durée au niveau résultat. Par contre, tu vois, on restera toujours au niveau d'un West Ham et là on a un point de moins que Newcastle, mais Newcastle, il faut savoir qu'ils n'ont pas investi plus, juste pour le fair play financier. Et vu que leurs revenus montent, chaque année ils pourront investir plus. Donc bref. Et puis ils travaillent depuis un an, vraiment. Ouais. Et puis on veut prendre leur directeur sportif, qui est aussi l'ancien de Brighton, donc moi je dis pas non. Mais ils ont déjà dit non, ils ont mis un veto. S'il veut venir, il y a des rumeurs qui refont surface. Mais pour te répondre, Antoine,
Déjà, dans ton monologue, entre guillemets, tu as déjà donné un élément de réponse. Tu as dit c'est au club de décider. Tu peux enlever les guillemets. Hein. Tu as dit c'est au club de décider, mais le club a fait ce choix déjà depuis un long moment. On est sur cette voie-là depuis combien de temps? On change de coach, mais on change pas l'effectif. On fait des petites touches par-ci, 3 joueurs par-là. Et après, on change de coach. Bah, lui, il veut plus de ce joueur ou d'un tel joueur et ramène son joueur. Et t'as oublié deux autres données. Moi, je les mis rapidement. Les joueurs de West Ham, ils sont pas surpayés et ils se prennent pas pour les meilleurs joueurs du monde. Paqueta, oui. Mais bon, quand il est dans un bon match, il est excellent. Mais Paqueta, oui. C'est pas de la faute des joueurs. Si un joueur moyen, tu le payes 8-10 millions, ben, tu es en train de lui dire t'es un top joueur en le payant ce prix-là. Dans ce cas-là, qu'ils mettent la mentalité d'un top joueur sur le terrain, alors. Mais il l'avait pas avant. Toi, en fait, le problème, moi, je suis assez du côté d'Adama. Le problème, pour moi, j'ai 99% des problèmes, c'est le Murto, Woodward, c'est les Arnold. Décisions du bord. Et au-dessus, bien sûr. Parce que, vous savez, je rage contre McTominay parce que je peux pas voir ce gars. Parce qu'en plus, il se prend pour ce qu'il est pas. Je m'énerve contre Rashford, qui est Dieu dans ce club. Je m'énerve contre tous ces joueurs comme Dalot, qui a 2 de QI et qui devrait jamais être titulaire pour Manchester. Comme Luke Shaw, qui sous-performe 3/4 du temps. Luke Shaw, c'est le Rashford des latéraux. Hein. C'est-à-dire qu'il a un super nom, il a une belle gueule. Bon, il a un peu de surpoids de temps en temps. Mais il vit sur... Il est anglais surtout. Ouais, il est anglais, mais il vit sur ça. C'était quoi, la Coupe du Monde ou dans l'Euro, où il perd, où il était incroyable. Il vit sur des moments. Tous ces joueurs-là, moi, ils m'énervent. Mais le problème, on revient toujours au même problème, c'est les joueurs faibles. Pourquoi ils sont là? Parce que c'est le club qui les a fait venir ou qui veut pas s'en séparer. Et les contrats et les problèmes de comportement pour des joueurs qui se prennent pour ce qu'ils sont pas. Ben oui, je suis désolé, quand tu donnes 20 millions à Jadon Sancho, quand tu donnes 20 millions à Varane, quand tu donnes 20 millions à Casemiro, quand tu donnes 20 millions à Rashford, tous ces joueurs-là, ils sont tous dans le top 10 des gars les plus payés en Angleterre. Si un coach vient et... Top 5 même, c'est les meilleurs. Non, parce qu'il y a De Bruyne et Haaland qui sont très hauts, mais ils sont très très hauts. Quand je dis qu'ils sont dans le top 10, ils sont pas 19, 8, 7, 6. Hein. Ouais. Donc, ils sont très très hauts. Ou même on a l'une des masses salariales la plus haute d'Europe. Hein. Oui, et en fait, il y a soit le Barça ou soit nous, on n'est pas. Le Barça essaye de cleaner depuis. Voilà. Il y a le PSG qui est devant. Parce que juste Mbappé, c'est la moitié de notre effectif. Mais en fait, tous ces joueurs-là, McTominay, autant nul qu'il soit, c'est pas de sa faute s'il est titulaire là. Luke Shaw, autant nul qu'il soit tellement souvent, c'est pas de sa faute si quand il a négocié avec le club s'est dit c'est une bonne idée qu'on lui donne 12 millions par année. On donne 14 millions à Martial, il va pas dire non en fait. Est-ce que je peux répondre à ça? Juste un point, tu l'as dit, puis après ça prend 10 secondes. On a eu enfin la bonne nouvelle, le club s'est dit attends, on va pas activer l'option de 14 millions par année de Martial. Top. Je comprends pas ce choix. Moi, je le comprends pas. Moi, je l'aurais fait. C'est un peu là où je veux venir. En fait, il y a un sujet. Ce sujet, on l'a déjà abordé quelques fois. Donc, le sujet des joueurs qui sont surpayés, ont des trop gros contrats, les mauvais actes de gestion de nos directeurs sportifs, si on peut les appeler comme ça. Mais en fait, on s'est jamais vraiment demandé pourquoi on avait agi comme ça. Alors, on s'est demandé en premier degré pourquoi on agit comme ça. On l'a déjà dit, c'est pour garder nos actifs, parce qu'à ce moment-là, Murto, et tout le monde, la clique Woodward, etc., pensaient que reprolonger, souvenez-vous, en fait, ce qu'on paye aujourd'hui, c'est les actes de gestion d'il y a 3 ans, quand on a à peu près reprolongé 100% de l'effectif, à blinde, avec gros salaire, les joueurs étaient déjà mauvais à cette époque-là, et on a fait ce choix-là. Mais pourquoi à cette époque on a fait ce choix-là? Je pense qu'on a oublié qu'on est sorti coup sur coup de 3 gros flops financiers. On est sorti de Di Maria, aller-retour, merci, au revoir. On est sorti de Memphis Depay, bonjour, aller-retour, merci, au revoir. Et on est sorti de Lukaku. Bonjour, merci, au revoir. Je suis pas d'accord. Sur 4 ans, tu perds sur les 3, hein, en tout, tu perds entre 30 et 40 millions. Tu perds entre 30 et 40 millions sur la transaction. Mais après, il y a toute la partie gestion de l'image. T'as la partie, t'as les à côté des contrats. Il y a sûrement des clauses, des trucs qu'on paye. À l'avant, n'oubliez pas que quand on vend, il y a souvent des pourcentages de la vente qui s'en vont, etc., etc. C'est quand tu mets le tout bout à bout sur 3 joueurs et qui en plus ont été comme annoncés comme 3 gros joueurs. Je veux dire, on parle pas de Pellistri et je sais pas quel jeune qu'on aurait pu essayer, tu vois. Je veux dire, et de Dalot quand le jour où on l'a acheté. Et en fait, on sortait de ce truc avec ces 3 joueurs là et c'était une mauvaise décision. C'est pas le sujet.
Mais je pense qu'à cette époque-là, du coup, le club s'est dit, ouais, on peut pas s'amuser chaque année à faire ces switches-là où on prend un gros joueur et il repart parce que ça va pas. Parce que déjà, ça commence à se voir quand c'est le 3e d'affilée. Et en plus des gros joueurs qui sont internationaux, vraiment, ça se voit. Et du coup, je crois que c'est à cause de ça que la direction sportive a pris la décision notamment de prolonger beaucoup de joueurs. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est tout à l'heure, je crois que c'est Antoine qui a commencé à le dire, en disant soit on les a fait venir à trop cher, soit on les a prolongés pour trop cher. Mais à l'achat, certes, il y a eu des erreurs de casting, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qu'on a achetés ces dernières années où à l'achat, on s'est dit, putain, pourquoi on a acheté lui, il est complètement con, il est complètement nul. Je veux dire que t'aimes ou t'aimes pas, il y a des affinités, mais je veux dire, quand tu fais venir Lukaku, à ce moment-là, c'est pas déconnant. Quand tu fais venir Memphis Depay, c'est pas déconnant. Quand tu fais venir Di Maria, tu sais que le mec est détestable, mais il sort il sort du Real, il sort de ce qu'il faisait au Real. Je veux dire, tu te dis pas, j'achète un peintre. Tu dis, ok, enfin. Mais ça, c'est ce que nous on se dit en tant que fan. Oui. C'est comme si tu vas expliquer à quelqu'un qui travaille à Wall Street comment fonctionnent les actions. C'est pas je sais, mais je termine juste. Di Maria, il aurait préféré s'ouvrir les veines que venir à Manchester United. Je suis d'accord, mais finalement, le souci, il est pas à l'achat des joueurs. Le souci n'est pas d'avoir acheté Shaw. Le jour où on a acheté Shaw, souvenez-vous ce qu'il faisait dans son ancien club. Le souci, c'est comment on les a gardés, en fait. Alors oui et ces non. joueurs-là. Oui et non, parce que je suis d'accord avec toi. Juste, je suis allé voir, hein, il y a le joueur le mieux payé de Newcastle, tenu par l'Arabie Saoudite, c'est Bruno Guimaraes, que je prends tous les jours dans mon club sans hésiter. Il touche 7 millions. Bah oui, donc nous, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 joueurs qui touchent plus que ça. Et où je suis pas d'accord avec toi, c'est que ça, c'était l'ancien régime, Woodward. Ok, qui savait pas. Parce que le plus gros problème, Meurthaud a détruit ce club. Meurthaud, tu prends tous les joueurs qu'il a signés, ils sont tous dans le top. Je veux dire, numéro 1, Jadon Sancho. Qui c'est qui lui donne ce contrat à 21 millions? Meurthaud. Raphaël Varane, il n'a pas négocié son contrat. 21 millions. Casemiro, 20 millions. Marcus Rashford, délire. Anthony Martial, ça c'est une erreur d'avant. Mais tu prends Anthony, il a 15. Mason Mount, il a 13. Christian Eriksen, 32 ans, avec un pacemaker, il a 10. Ça, et puis, non, j'ai pas dit, mais Anthony, il fait x8 face à son salaire sur son salaire. Ces joueurs-là, on se plaint toujours qu'ils n'ont pas la dalle. Alors pour moi, déjà une bonne partie, soit ils sont en fin de carrière, soit il y a un vrai manque de niveau. Mais tu vois, on prend le meilleur exemple, Jadon Sancho. C'est un glandeur, il y a eu des problèmes. J'adore le joueur, vous savez tous. Ceux qui sont sur le forum, vous le savez. Il est dans mes joueurs préférés, il le sera tout le temps. Parce qu'il y a très peu de joueurs sur un terrain qui m'ont donné autant d'étincelles que ce que j'ai vu de lui à Dortmund. Mais Jadon Sancho, il a eu des problèmes de comportement avec l'équipe d'Angleterre, avec le Barça et avec les jeunes de City. Avec le Barça. Avec le Dortmund. Merci. Compris. Donc, c'était compris. Donc, toi, tous ces joueurs-là, en fait, et après, donc tu sais. Et puis même, c'est tu donnes 20 millions à Varane, Casemiro qui sont arrivés 5 Ligues des Champions. On va dire que ça me choque pas. C'est déjà démesuré, mais on va dire ça peut se comprendre. Jadon Sancho, il sort de 2-3 bonnes saisons en Bundesliga, c'est un crack ultime. Si tu lui donnes 20 millions, il te fait une bonne saison ou 2 chez toi. Tu lui proposes combien au niveau de sa prolongation? En fait, c'est indécent, c'est incohérent. Où je voulais en venir, c'est que sur Sancho, qui est un exemple, les autres, c'est des boulets. Si tu vas regarder les 10 plus gros salaires du Real Madrid, il y a que qui touche plus brut, attention, qui touche plus que il y a Luka Modric et Toni Kroos qui ont signé un contrat d'1 année et donc qui touchent plus. Donc, Mohamed, j'ai la réponse à ta question. Juste sur Sancho, c'est dire comment tu peux demander à Sancho qui touche 22 millions, qui a eu des problèmes de comportement toute sa vie, comment tu peux demander à Jadon Sancho de ne pas réagir comme il réagit maintenant? Quoi qu'il arrive, les 6 mois où il a joué à Fortnite et à FIFA, bien sûr qu'en tant que fan de foot, et encore plus Manchester United, et de savoir la chance qu'ils ont de jouer au foot, et quoi qu'il arrive, ton salaire et tout le touche, ça me rend dingue. Même, malgré que c'est un jour. Mais le gars, pour jouer à Fortnite et à FIFA, il a touché 10 millions de ses frais 6 mois. Et donc, si cet hiver, il a des offres d'Arabie Saoudite, et c'est tout, il peut se dire, mais attends, moi j'ai un contrat qui dure encore 2 ans, je vais toucher encore jusqu'à cette période-là 50 millions, si tu prends les 2 ans et demi, quoi. Ma vie, elle est réussie, mes enfants et petits-enfants sont à l'abri. Si je veux pas y aller, que je veux rester avec ma famille et mes proches à Manchester,
c'est un comportement détestable, mais on le crée, ce comportement. On se dit qu'on a donné les outils à quelqu'un qui a déjà un mauvais comportement de continuer à avoir un mauvais comportement et de rester là. C'est la même chose avec Anthony Martial. Anthony Martial, on a essayé de leur filer. Combien de fois on a essayé de leur filer? Il n'y a personne qui le veut parce qu'il touche 15 millions. Anthony Martial touche 2 fois plus que le meilleur joueur de Newcastle. Non, mais ça, c'est évident. Et pour répondre à ta question, Mohamed, quand tu donnes un salaire de départ comme ça, comment est-ce que tu le prolonges? En fait, c'est comme De Gea. Tu lui donnes le plus gros salaire qu'un gardien a jamais eu. Au moment où tu le prolonges, tu lui dis, en fait, là, faut qu'on baisse ton salaire. Il veut pas. Et tu te retrouves avec là une discussion qui a duré 1 an. Bon, au final, il se fait avoir. Ça, c'est un autre sujet. Mais avant qu'il se fasse avoir, il s'est passé 1 an de discussion contractuelle où tu lui dis, tu baisses son salaire et il te dit, non. On a un peu dévié du sujet. On espère que vous avez dévié. Moi, je suis toujours dans le plan. Moi, j'espère que Jean-Claude Blanc, parce qu'il est réputé pour ça, va me faire un peu de ménage au niveau des salaires. En fait, sur les salaires, en fait, le problème des salaires, nous, on n'est pas les comptables de Manchester United, donc on s'en fout indirectement. Mais tu peux pas donner. Ça va être compliqué quand même, parce qu'il y a deux joueurs, ça va être très compliqué. C'est Sancho et Rashford. Mais en fait, ça répond à la question, les salaires. Les salaires, à se demander si est-ce que Manchester United est à sa place? Oui, en 4-6. Par contre, est-ce que Manchester United donne des salaires comptablement d'une équipe qui joue 4-6? Non. Et en fait, finalement, une grosse partie du problème vient de là. En fait, le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'on se donne le club se donne bonne conscience en se disant, quand on n'est pas qualifié en Ligue des Champions, ils ont 25% en moins. Oui, ça reste des joueurs qui se... C'est-à-dire que faut se rendre compte que... En gros, il y a une clause, ça va. S'ils ne se qualifient pas, ça va les motiver, les gars. Ça veut dire que si tu enlèves 50% du salaire de Martial, il touchera toujours plus que Bruno Guimaraes. Mais il y en a 14 joueurs comme ça. Et en fait, le problème, il est... Et peut-être qu'après, je vais laisser la parole à Adama et peut-être qu'on passera après à la suite. C'est Simon Jordan, bon, je peux pas voir, sur Talksport, qui disait quelque chose qui est assez bien. Normalement, c'est un hater de Manchester. Il déteste Rashford, donc je l'aime bien. Mais il disait ces joueurs-là ne méritent. En fait, le thème c'était comment ils avaient l'audace, comment ils avaient les couilles de autant de manquer de respect à ce club et aux autres et aux supporters. Et lui, il a dit mais en fait, ces joueurs-là croient qu'ils jouent pour Manchester United. Mais ce qui a fait Manchester United, ces joueurs ne l'ont pas créé. Ils sont juste là maintenant. Et ils n'ont en aucun cas contribué à ce qu'est Manchester United. Et ils crachent dessus plutôt qu'autre chose. Ils crachent dessus par le comportement, mais aussi indirectement par leur performance. Et en fait, les joueurs, quand tu dis aujourd'hui tu es un joueur de Manchester United, quand tu prends les joueurs qui sont aujourd'hui, quand tu dis un joueur de Manchester United, ils sont contents de le dire parce qu'a été Manchester United avant. Pas parce qu'est Manchester United. C'est comme si toi tu te retrouves à taffer chez Apple. Non, c'est comme si aujourd'hui tu taffes pour Nokia. J'allais le dire Nokia, tu me l'as enlevé de la bouche. J'allais dire Nokia. Tu joues sur ton ancienne réputation. Exactement. Donc et ce qui fait que la fierté d'être un joueur de Manchester United à l'époque, il y a 10 ans, il y a 15 ans maintenant, c'est parce que tu jouais pour le plus grand club d'Angleterre. Et que tu étais du monde, et tu étais dans les t'étais dans les top 3, top 5 meilleures équipes chaque année, et que tu as une chance. Aujourd'hui, quand tu dis je suis un joueur de Manchester United, tu manges sur ce qu'a fait les anciennes générations. Bon, pour revenir au sujet, on est tous d'accord que le problème, Rangnick l'a très bien résumé, opération à cœur ouvert, et moi je suis totalement dans cette optique-là. Moi, c'est on vire tout le monde. Bien sûr, c'est pas facile. Et je vais juste préciser aussi un point par rapport à De Gea. Il est arrivé en fin de contrat. Non pas que je suis un hater, au contraire, c'est un gardien que j'aime beaucoup. Il est arrivé en fin de contrat, il touchait 24 millions. Je voyais pas la nécessité de le prolonger, puisqu'il fait partie de ces joueurs-là qui ont fait leur temps et qui devaient partir. Maintenant, de corréler ça à la performance sportive d'Onana, pour moi, ça n'a pas de sens. Onana, c'est un des seuls qui n'est pas surpayé en plus. Il touche 6 millions. Ça a l'air juste pour un gardien de... la Ligue des Champions. On comprend pourquoi. Bon, je vais pas aller plus loin. Il est trop payé, Désolé, il est trop payé. Je vais pas aller plus loin, mais vous avez compris. Mais tu vois, au moment où on signe le contrat, alors c'était le gardien de la Ligue des Champions l'année passée, même si c'est à cause de lui qu'on y est plus. Il aurait pu faire
10, Anthony, je crois, il fait 3 millions. Il a fait x7, Anthony. Mais c'est-à-dire que toi, payer 6 millions un gardien que t'achètes 50 et tout, c'est un premier signe positif, je veux dire. Après, le gars sur qui tu le fais, il te plante et c'est à cause de lui que t'es plus en Ligue des Champions. Pas de chance. Non, mais en fait, voilà, c'est pour préciser mon raisonnement, c'est que sur derrière, moi, pas de problème. En fait, il devait partir. Ouais. On a recruté le gardien. Malheureusement, pour le moment, il nous coûte plus qu'il nous apporte. Mais moi, j'y crois sur le long terme et que ça va fonctionner. Il nous fait rire un peu moins. Aussi, ouais, parce que j'aime bien son excentricité. Maintenant, pour revenir au sujet, parce qu'on a beaucoup dévié, sur le match du Bayern, moi, j'étais un peu fâché sur le match du Bayern, parce qu'en fait, c'est au niveau de la mentalité. On est nul, on le sait. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais au moins, mets les ingrédients pour essayer, ne serait-ce que d'essayer de... Même si on en prend 5, ça change quoi? Quoi qu'il arrive, on est obligé de gagner, hein. T'es obligé de gagner, donc vas-y en fait. C'est l'intensité qui manquait face au Bayern. L'intensité qu'on a vue ce soir d'ailleurs. Ouais, mais on a fait un match. Je trouve qu'on a fait un match plutôt sérieux. En fait, on voulait pas. Mais ils ont fait un taureau, les mecs. Tu rigoles. Et le Bayern, le Bayern a fait un taureau en marchant. Le Bayern, ouais, c'est ça. En fait, je pense que nous on a manqué d'intensité. La première mi-temps, on voulait se laisser encore des chances d'y croire. Mais il n'y a pas à sécuriser, on doit gagner, on est à domicile, on doit gagner. Pour moi, c'est inconcevable. Mais le problème, c'est que le match à ne pas faire face au Bayern, c'était exactement le match qu'on a fait face à Bournemouth. Où on était tous à l'abordage et au final, tu te prends un but, je ne sais comment, dans les premières secondes et après, tu te fais contrer. Ça m'aurait pas dérangé, parce que comme tu as dit, s'il fallait lâcher les chevaux et une victoire était impérative. Mais je pense que l'approche du match était tout autre. Tu vois, Dama, je vais te répondre comme ce que tu viens de dire, pour essayer de rester dans le sujet. Bah, en fait, si, t'abordes le match comme une équipe qui est 3 ou 4e ou 5e, pas 3, 4, 5 ou 6e de son championnat et qui va jouer le champion d'un autre championnat. Tu ne peux pas l'aborder en attaquant et en étant conquérant. Mais si, parce que en fait, dernier du groupe, tu réponds à ta question. Non, mais non. Là, on a joué en ayant peur. On n'a pas joué comme l'équipe qui est 4 à 6e ou non. On a joué comme une équipe qui a peur. Adama, je suis au regret de te dire que Copenhague ou un Galatasaray, ils ont joué leur match face à nous. Adama, parce qu'il faut parler de la réalité. Adama, je suis au regret de te dire que je pense que tu n'as pas supporté assez d'équipes qui ont un niveau 4-6. Là, tu as la mentalité d'une équipe qui joue 1-3. Non, intensité, je parle d'envie. J'ai pas dit que ils vont surpasser le Bayern, qu'ils vont avoir 75% de possession de balle, c'est pas ça que je dis. Je dis au niveau de l'intensité, de l'envie. Non, là, le minimum syndical, ouais. En fait, il y a eu même pas d'ingrédients, ils ont juste fait tourner la balle, le Bayern. Où je suis d'accord avec Adama. Alors, moi, je pense que si on avait ouvert le jeu et qu'on avait tenté plus d'intensité, on se serait fait tuer. Mais par contre, oui, ça montre aussi. C'est pour ça que le titre c'est Manchester. C'est pour ça que le titre c'est Manchester United est-il à sa place et que dans le liner en dessous j'ai marqué Manchester United à sa place. J'ai enlevé le point d'interrogation et l'interrogation parce qu'au final on a fait moi ce qui me dérange face au Bayern c'est que on n'a pas mis l'intensité, l'envie. Alors je comprends que tu es prudent parce que si tu pars à l'abordage puis tu en prends 2 dans les 15 premières minutes, par contre, on jouait face à un Bayern. Alors oui, ils ont mis l'équipe type, mais l'intensité du Bayern. Alors eux, ils sont venus en trottinant. Et ils auraient été idiots d'aller se péter contre nous. Ils avaient aucune raison de le faire. Ils ont fait un décrassage contre nous. Ils ont fait un décrassage. Ah non, mais moi je suis à la place de Tourelle, je leur dis de faire exactement ce match-là. Tu sais que tu es 100 fois plus fort, tu prends la balle, tu fais tourner, et tu auras une occasion. Et puis si tu gagnes, tu gagnes, tant mieux. Si tu fais match nul, voilà. Si tu perds, c'est pas très important. Non, même pas. Tu dis essaye de pas perdre parce que tu sais jamais pour la suite. Mais ça s'arrête là. Et au final, on a joué les 2 matchs face à 2 équipes qui sont bien mieux gérées que nous. Avec un effectif qui, si tu prends les 3 effectifs Bayern, Manchester United, Liverpool, tu mixes tout ça et tu te fais un classement par position, nos joueurs sont jamais en première position. Aucun. Mais même plus que ça, ils sont pas top 20. Oui, mais quand même pas. Il y a certains quand même qui y sont. Il y a certains qui y sont. Bruno, il y est. Non, mais non. Tu viens de dire que tu mélanges les 3 effectifs. Oui. Mais Bruno, il est top 20. Du coup, t'as 30 joueurs. T'as 30 joueurs. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans le top 20 sur les 30. Ah, si tu prends que les titulaires, ouais. Ok, ça se discute. Mais ouais, bref, ça se discute. Mais par contre, alors je comprends ça, moi. Et je suis désolé, Ten Hag a eu la bonne approche sur comment il a fait.
tu te confrontes à des limites de joueurs qui sont terribles. Et pour Manchester United, attention, hein, si on était West Ham, on serait content de ces 2 performances-là. Mais c'est-à-dire quand même, tu joues le Bayern Munich, donc tu as 40% de possession, tu as 5 tirs. Je me rappelais même pas de 5 tirs, honnêtement. Et tu joues Liverpool, tu as 31% de possession et tu as 6 tirs. En 2 matchs, tu as 11 tirs et 2 cadrés. 11 tirs, 2 cadrés, 0 but. Et sur les 2 matchs, on a... Alors ça veut tout et rien dire, hein, des fois. Totalement inoffensif. C'est ça, mais sur les 2 matchs, si on combine les 2 matchs, on a autant de passes que Liverpool aujourd'hui, quasiment. Donc ça montre en fait la faiblesse, et on essaie d'être un peu de moins en moins négatif et de revenir pas toujours sur les mêmes choses dans les podcasts parce qu'on vous lit, mais au final, est-ce que les problèmes sont les mêmes depuis un moment. C'est là pour le coup, c'est pas la faute de Ten Hag. Pour le coup, c'est moi qui suis maintenant un détracteur. Pour le coup, sur ces 2 matchs-là, moi je l'en veux pas parce que il a mis les joueurs. Ce sont les joueurs qui n'ont pas insufflé parce qu'ils pouvaient pas faire grand chose. Et pour le coup, Adama, dis-toi que c'est les 2 matchs où ils ont, pour moi en tout cas, et d'après Ten Hag aussi, de ce que je lis sur les interviews d'après-match, où ils ont le plus respecté les consignes. Oui, mais déjà cette phrase est terrible. C'est triste à dire, mais déjà, oui, dans les news que j'ai hésité à mettre, j'ai failli mettre celle de Rangnick qui disait que les joueurs ne suivaient pas ses consignes. Déjà, le fait qu'un fan de Manchester United se dise cette fois, ils ont un peu plus respecté les consignes que d'habitude, c'est dramatique. Moi, les juniors que j'entraînais de 10 ans, alors c'est pas la même chose, hein, mais ils suivaient les consignes. Même s'ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient, ils suivaient les consignes. Il n'y a qu'à Manchester United. Quand tu vois, est-ce que tu penses qu'un seul joueur de Klopp, de Liverpool, ne suivait pas les consignes aujourd'hui? Ah non, mais non. Même pas. Dans un gros club professionnel, les joueurs suivent les consignes. Et généralement, le pire, c'est que quand ça n'arrive pas, c'est 1 ou 2 joueurs. Et tu le sais, et ils sont identifiés. Pas toute l'équipe, ouais. Et c'est pas un mouvement collectif, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que vous voulez dire encore un point sur le deuxième point? Manchester United est-il à sa place? Peut-être qu'on répond chacun à son tour. Moi, je dis oui. On peut répondre oui. Oui. Et je vais mettre oui. C'est la première fois on est unanime. Oui, et attention, parce qu'à ce rythme-là, on pourrait ne pas être à notre place. On pourrait sous-performer. On peut même exactement, comme tu l'as dit, aller un peu plus bas. En fait, techniquement, tu es toujours à ta place. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, si tu prends là où tu dois être. La vraie question, ouais, t'as raison. Dans les faits, à la fin de la saison, où est-ce que tu as performé cette année-là? Mais où je veux en dire, c'est que attention, parce que les équipes qui sont autour de nous, au niveau intrinsèque, travaillent. Et il y a des équipes qui travaillent beaucoup mieux que nous. Donc attention. Non, mais Mohamed l'a bien dit. Où je suis d'accord, c'est juste qu'on là, on est 7e. Avec les joueurs qu'on a là, donc je rappelle, pas de Casemiro, Shaw qui a quand même été absent, Lisandro Martinez qui n'a pas joué et tout. Mais avec les joueurs qu'on a eu cette année-là, quand tu regardes les équipes qui sont devant nous, il y a une seule équipe où je veux bien discuter de l'effectif par rapport au nôtre, c'est Aston Villa, et encore, pour certains de nos joueurs, ça va pas être glorieux la comparaison. Mais, Tottenham aussi, c'est pas... Non mais Mohamed ça me saute pas aux yeux. Les ingrédients qu'on n'a pas. Mohamed a dit quelque chose d'intéressant, les gars. Ça me saute pas aux yeux. Tottenham, ils ont Kulusevski qui serait titulaire chez nous, Son qui serait titulaire chez nous, Bissouma qui serait titulaire, Udogi, Ben Davies, Romero, Pedro Porro, Vicario seraient tous titulaires chez nous cette année. Mohamed a dit un truc intéressant pour terminer juste là-dessus. C'est que nous, pour arriver à notre place actuellement, on descend. Et que les autres, pour arriver à la place où ils sont actuellement, ils montent. Et c'est en ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut un coup de Karcher et qu'on recommence enfin. On t'a déjà dit pas en France, pas ce mot-là. C'est vrai que... Alors qu'on pète. On reste dans le thème de la semaine. Qu'on fasse pour une fois une vraie reconstruction. C'est moche, ouais. C'est dur. C'est dur. Bon, là, c'est désolé, là, on peut paniquer. Là, c'est Max Alix, sinon, il faut pas. A mis une big trouble. On va faut pas parler. J'ai pas envie d'aller en prison, donc on va changer de sujet. Donc on va parler brièvement pour finir ce podcast un peu de positif. D'une note de positif. Et pour ce match-là, en tout cas, parce qu'il n'a pas trop joué face au Bayern, ou difficilement, il a moins eu d'impact, mais moi j'ai bien envie qu'on parle de Kobbie Mainoo, parce que quand je vois Kobbie Mainoo jouer,
de tous nos joueurs, c'est celui en qui je vois le plus de potentiel. Ah oui. Parce qu'il a un niveau technique et de calme. Aujourd'hui, il offre 2 actions de but en numéro 6 et sur des passes vraiment pas faciles. Et il le fait, il finit son match avec plus de 90% de passes réussies. Les gars à côté de lui, par exemple McTominay et Amrabat, n'a pas dépassé 60. Ouais, c'est dans les autres 60, je suis dur. J'ai les chiffres avant, je crois que c'est 62 pour McTominay ou quelque chose comme ça. Et Amrabat, c'est un peu plus, mais c'est dans les 60. Donc, il fait un bon match. Défensivement, ça a été un poil plus compliqué depuis qu'il a pris le carton jaune, qui était mérité. Un tacle un peu à retardement sur une perte de balle de X, parce que je n'avais plus envie de dire le nom de notre capitaine. Mais en fait, quand je le vois, tout le monde parle de Garnacho, mais j'ai plus de doutes sur Garnacho que sur Mainoo. Pour moi, quoi qu'il arrive, Garnacho, je suis d'accord avec Antoine. C'est encore un peu tôt. Ça s'entend. Non, mais quand je dis j'ai plus de doutes, mais c'est encore un peu tôt. Quand j'ai plus de doutes, Garnacho, il a un potentiel qui est très élevé, mais au niveau intelligence de jeu, c'est quand même des limites actuellement. Il a 19. Et s'il fait une Anthony plus tard, je serais pas sur le cul vraiment, toi, dans le sens où c'est un joueur qui a des capacités. Mainoo, son style de jeu, hormis des blessures graves, ce gars pourra jouer au foot en première ligue sans aucun problème. Quoi qu'il arrive. Parce que il faut qu'il grandisse, qu'il s'épaississe un peu pour qu'il puisse un jour. Il est déjà pas mal pour son âge quand même. Hein. Ouais, mais là, Gravenberch, il a montré que. Après Gravenberch, il nous a aussi montré pourquoi on devait le signer. Hein. Mais Gravenberch nous a aussi montré pourquoi on devait le prendre cet été. Mais Ten Hag, c'était ton pote, tu l'as pas. Après, je suis un peu inquiet parce qu'on est d'accord que Mainoo, il a 32 ans et qu'il est en train de terminer son prime. Ouais. Non c'est pas ça. Tu sais, sa qualité qui me surprend le plus, tout à l'heure, Antoine t'en parlait par rapport à Casemiro, il lui faut toujours 2-3 secondes. Mainoo, il les a toujours, t'as l'impression, ces secondes. C'est ce qui fait d'un grand. Généralement, c'est ce qui fait un bon joueur. Ouais, exactement. T'as toujours l'impression que. C'est juste un joueur de football, les gars. Oui, mais ça fait 10 ans qu'on l'a pas vu, donc. Ouais, c'est vrai qu'on s'est meureux, mais c'est un joueur de football. Là où c'était le plus impressionnant, c'était face à Everton. Où vraiment, c'était sa première titularisation. Après l'opposition. Oui, ils n'étaient pas exceptionnels, c'est vrai. Après, tu joues plus souvent des équipes comme Everton que comme Liverpool. Ah, mais il était en masterclass. Ce qui m'a surpris, c'est qu'aujourd'hui, si tu prends Szoboszlai, Gravenberch et Endo, alors Endo avait beaucoup trop d'espace, mais Gravenberch et Szoboszlai, on sentait que ça pouvait puer avec Mainoo Amrabat en face, et non, les deux étaient largement au niveau des deux autres, et ils ont réussi à bloquer l'axe, les deux. Et Mainoo, il a été bon tactiquement, et moi, les passes qu'il fait, c'est quelque chose qu'on voit pas à Manchester United depuis trop longtemps, même un Casemiro, en fait, il est bon quand il faut jouer très rapidement, c'est-à-dire en une touche, comme ça, dans des petits espaces, il l'a sorti plusieurs fois, et sur les longs ballons, en fait, il a une meilleure qualité de passe que Amrabat, que McTominay. Et donc, j'ai envie de croire en ce gamin parce que je vois. Il a quelque chose, il a clairement quelque chose. Et la minute promo. C'est ça. Et si j'allais dire, dans un monde idéal, tu mets Mainoo et Van de Beek avec Sancho, des joueurs de ballon sur un même terrain. On aura tout trop pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Hein. C'est un des reproches qu'on peut faire à Ten Hag, malheureusement. Et c'est ça que je ça que je lui reproche. Bon, pourquoi je suis énervé contre lui. Le problème c'est que les deux joueurs, Sancho, je suis fan de lui, normal qu'il joue pas, et Van de Beek, on va pas revenir à chaque podcast. Van de Beek, il est mort. Il y a quelqu'un qui m'a. Propagande Adama. Ouais, c'est l'instant promo. Mais dans son jeu de passe courte, c'est vrai que tu revois 2-3 choses qu'on a vues, entrevues, parce qu'on a largement passé vu de Van de Beek, dans cette capacité à jouer simple. En une touche. Mais en fait, il faut ajouter plusieurs joueurs de ballon. Ce que j'ai peur, parce que. Bah non, Ten Hag, il a dit on joue en transition, nous on joue pas au ballon. Ouais, même en transition, il est meilleur que les joueurs qu'on a vus. Mais même en transition, la passe qu'il fait à Garnacho. Elle est incroyable. Et donc, en fait, moi, le seul truc qui me fait peur, c'est que Casemiro va revenir.
Et moi, je suis Tenag in plutôt que Tenag out. Par contre, si Casemiro revient, Casemiro doit jouer parce que c'est Casemiro. Oui, c'est pas possible de pas faire. Et qu'on continue à avoir McTominay devant Mainoo, je ne réponds plus de rien. Je dois aller pour le travail à Manchester entre février par là. Je peux devenir très dangereux. Attention, Eric, attention. Antoine de ce qui vient d'être dit. Antoine, ce club a des valeurs. Antoine, ce club a des valeurs. Tu vas respecter ton capitaine, d'accord ? Jamais, oui, jamais je vais respecter. Vous voyez, aujourd'hui, ça a été plutôt pas mal. Et pourquoi qui n'a pas joué ? Le capitaine, justement. Attends, celui qui était à sa place. En fait, quand tu regardes, je crois que depuis Carrick, ou je sais plus qui, non, je sais pas qui. En fait, Young, le dernier en date. Depuis que tu es un capitaine à Manchester, t'es pas obligé, t'es interdit de bien jouer pour le collectif en tout cas. mais pour revenir rapidement sur Mainoo, c'est quand même triste que nos 2 derniers points positifs, ce soit 2 gamins de 18 et 19 ans quand même. Garnacho la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je me rappelle plus. Et là, Mainoo. C'est dire qu'il n'y a pas beaucoup à manger en ce moment du côté de Manchester, les gars. Non, et surtout que Mainoo, son match, c'est pas non plus. En fait, tu vois énormément de choses où tu te dis, putain, il a 18 ans. Il y a beaucoup d'informations qui ressortent que s'il n'avait pas été blessé, il aurait commencé la saison titulaire. Donc il revient gentiment. Elle a fait pas mal, elle a fait du mal. Mais il y a beaucoup, quand tu le vois jouer, ça pue le foot. Et il joue avec des terroristes, le mec. Ouais, il joue. C'est ça. Il joue. C'est sûr que. Cherchez pas le corps de Ben Laden. Hein, il porte le numéro 39 de Manchester. Donc on va le finir par. Donc par YouTube là, c'est pas possible. On est dans le donc. On est dans le mais sinon oui, sinon c'est triste parce qu'il fait quand même pas un match d'anthologie quoi. C'est pas. Non, mais après il joue avec des. Bon, il joue. Alors, pour revenir un peu plus sérieux, tout à l'heure, tu as dit que Mainoo, une des seules choses qui pourrait le freiner énormément, c'est une blessure. Il n'y a pas que ça. Je vous avais parlé une fois d'une déclaration de Vidic qui disait que lui et Ferdinand avaient inconsciemment, je mets des guillemets pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas sur le mot inconsciemment, parce que quand tu en es conscient, c'est pas inconscient, et que tu es capable de faire ton autocritique, que tu avais inconsciemment un peu bridé les jeunes que tu étais censé aider à évoluer. Donc, il parlait des 3 moyens. Je vous rappelle qu'aujourd'hui... C'est qui les 3 moyens Smalling, Jones et Evans. Okay. Tout le monde sait que c'est les 3 moyens. Les bâtards. Ça aussi, ça passe pas. C'est chaud ce soir. Hein. Bref, n'oubliez pas qu'actuellement, les gens qui vont aider à progresser Mainoo sont les gens qu'on dit tous qu'aujourd'hui n'ont pas le niveau pour ce club. Et ça, c'est quelque chose sur lequel avec qui il va travailler au quotidien. Quand tu le vois faire des taureaux, quand on se moque, enfin on se moque pas, mais quand on parle du niveau du taureau, etc. Alors, négativement. En podcast, on se moque pas. Moi, je me suis foutu de leur gueule pendant 2 jours. Voilà. Donc, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Mainoo, bon, il y a Casemiro. J'ose espérer que Casemiro est quelqu'un, quand tu joues à côté de lui, qui est inspirant par ce qu'il a fait et son niveau général. J'ose espérer quand même, tu vois. Mais il n'y a pas que Casemiro. Et Casemiro fait plus exception dans notre vestiaire que représente la majorité de ce qui se passe. Actuellement, Mainoo, il s'entraîne avec McTominay. Je veux dire, actuellement, c'est quelque chose qui est vrai. Il a pas l'air con, il sait qu'il va pas demander des conseils à McTominay. Hein. Scott, dis-moi comment je dois me placer entre les lignes, Scott. Non, mais en attendant, il faut. Tu sais, quand tu fais. le propos de Jérémy dans le sens où tu t'entraînes avec des gars tous les. Enfin, si tu t'entraînes pas avec plus fort que toi, soit tu vas stagner, soit tu vas régresser. En fait, je suis d'accord. Pour faire un parallèle très bête, quand tu essayes de t'améliorer à la course à pied, il y a un truc qui marche très bien, c'est de courir derrière un mec qui court un tout petit peu plus vite que toi. C'est quelque chose parce que naturellement, tu vas essayer de le suivre. Et naturellement, tu vas hausser légèrement ton niveau. Si Mainoo, en arrivant, il a déjà un niveau... Alors, je sais ce que vous allez répondre, parce que Antoine va tirer dessus direct. Puis, je veux dire, s'il a un niveau déjà à peu près similaire à celui de McTominay, je laisse Antoine tirer en disant que je me trompe et qu'il est meilleur. Voilà. Non, mais... En fait, non, je peux pas dire qu'il est meilleur si tu compares un joueur de foot et un CRS. Donc Voilà, je sais ce que tu vas dire en réponse, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle d'un joueur pro et d'un joueur qui est en train de devenir pro. S'il arrive et qu'il est déjà plus ou moins dans le même niveau, qu'il est homogène, qu'il est à peu près dans le même niveau, ça va poser un problème de progression, alors que si tu arrives dans un groupe où tu essayes d'arriver à ce niveau-là, ça sera plus facile dans ta progression. Ça ne veut pas dire qu'il ne progressera pas, je suis pas en train de vous dire que ça va pas marcher, mais ça peut être un frein.
On en revient à la qualité de l'effectif. Il s'entraîne avec Van de Beek déjà, donc c'est déjà. Bah, Van de Beek s'entraîne pas à France. T'es sûr? Parce que j'ai pas vu de photos de Van de Beek. Si, j'ai déjà vu des photos. Bien sûr. Des photos. Moi, j'ai mangé une saucisse il y a pas longtemps. Sur le banc, Ouais, je savais qu'il allait pas rentrer. D'ailleurs, au dernier podcast, Adama, je t'ai demandé qui remplacerait Bruno. Tu m'as dit Van de Beek. Je t'ai dit, je crois pas. Non, j'aimerais, mais non, mais je suis pas bête. Je savais qu'il allait pas remplacer. J'ai dit j'aimerais, mais je savais qu'il allait pas jouer. Il y a plus de chances qu'on soit il y a 4 ans. Je pense que c'était Hannibal qui allait jouer. J'ai très peur que ce soit Hannibal. Hannibal, d'ailleurs, on peut mettre aussi dans les positifs, a pas pris rouge. Ah, je pensais que tu voulais parler de sa coupe de cheveux. Dans les points positifs. Ouais, bon, de toute façon. Après, Hannibal. Mais quand Shaw a pris le jaune, il était là. Quand même. Il a calmé. Ouais, il est venu. Il a calmé. Quand c'est Mejbri qui calme, on sait quoi. Il a bien changé. Ouais. Mais après, toi, mais nous, si tu regardes les jeunes qui sont autour de lui, il y a 2-3 jeunes. Dan Gore avait montré des choses aussi assez intéressantes. Ouais, mais il est loin. Un peu de mais il en est loin. Il a une année. Il a une année de moins. Oui, totalement trop peu. Mais pour moi, toi, il n'y a pas un monde où Mejbri doit commencer. Il n'y a pas un monde où Mejbri doit commencer devant Meinou. Un match. Non. Alors, Mejbri joue un peu plus haut. Mejbri joue plus haut. Voilà. Ça dépend de la position. Ouais. Après, il y a un point dont on n'a pas parlé, mais ça peut faire un parallèle avec ça. Le fait qu'on soit éliminé de toutes les compétitions, surtout que même la Carabao, il nous reste plus que la FA Cup, si je dis pas de bêtises, contre Wigan, ou je sais plus le tirage. On va trouver un moyen. Et du coup, il y a peut-être potentiellement, il y a des rumeurs qui sont arrivées, qui ont pointé le bout de leur nez, disant que Ten Hag était prêt à réduire, pas forcément drastique, mais faire un peu de ménage. Après, le problème, c'est que Ten Hag est d'accord. Ten Hag, je pense pas que Ten Hag veut ça. Le club veut. Parce que Ten Hag, si je suis Ten Hag, je préfère 1000 fois faire des entraînements beaucoup plus en quantité limitée. Oui et non, parce que le problème des noms, c'est-à-dire que si tu dois faire partir des joueurs, moi je suis pour faire partir, même si on a eu une vague de blessés, notre saison, est-ce qu'il y a des joueurs, pour moi, il y a 2 ou 3 joueurs qui doivent partir cet hiver. Mais le problème, c'est que si tu veux faire partir des joueurs cet hiver, il faut que ce soit des joueurs qu'un club veut. Et les seuls noms, si tu recrutes pas, les seuls noms qui sont intéressants et qui sont susceptibles de partir, Casemiro, désolé, je préfère le garder. Non, parlez pas d'eux, moi. Varane, tout ça, non. Varane, c'est des pistes que je ne veux absolument pas et il y a Sancho qui doit partir. Mais il va falloir trouver quelque chose. Qui partira même... Ah, il y a Van de Beek qui part, ça c'est sûr. Van de Beek, mais j'allais dire McTominay, mais il est capitaine. Il était plus dans l'effectif. McTominay, ils ont mis ça. Il partira pas. Non, mais ils ont mis ça. Vous avez pas vu, personne qui peut partir. Je pense qu'il va prêter Pellistri, Mejbri, je pense que je le fais partir. Mais Pellistri, j'ai entendu dire qu'il allait travailler dans une fromagerie pendant 6 mois pour prendre un peu de calcium. Donc, parce que même si tu te sépares de Martial, t'as pas de 9 en backup, donc tu fais quoi? Mais même si Martial est là, on n'a pas de 9 en backup. Non, c'est vrai, mais je veux dire, il lui reste 6 mois dans son contrat, autant le faire partir en juin. Oui, je suis d'accord. Il reste 6 mois, alors que je suis le plus gros hater de Martial et qu'on sait en plus qu'il va pas être prolongé. T'as besoin d'un backup. Si Martial, tu le laisses partir libre cet hiver, t'économises 8 millions, quand même. Ouais. Alors, ok, si tu investis ces 8 millions sur un attaquant dès cet hiver. Mais si c'est pas le cas, quel est l'intérêt? Parce qu'en fait, ce que tu il peut jouer. Non, mais ce que tu gagnes ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que tu gagnes sur les 6 mois, ce que tu gagnes sur les 6 mois, le club ne va pas l'investir dans le marché des transferts. Donc en fait, c'est gagné pour les mettre quoi dans les poches des Glazers? Qu'on les file à Martial. Ouais, t'es dur, il touche quasiment rien avec ce club. T'es vraiment dur. Non, parce que en fait, on avait projeté on avait budgété la qualification et finalement. Après 25% de salaire en moins pour la masse de salaire de débile qu'on a, ça fait une sacrée économie, les potes. C'est beaucoup. Ah oui, sur tous les joueurs, ça fait beaucoup. Ouais. Ça sera pas cette année, les gars, les 25. Hein. Les 25, c'est en cas de non-qualification en campagne européenne. Là, ils sont qualifiés. Non, ce sera pour cette année-là. Ce sera pour cette année-là. C'est pas pour l'année prochaine. C'est-à-dire que sinon, si t'as un joueur qui part et que tu t'es pas qualifié, les dégâts ils sont pour cette année. Ça, faut vérifier. Moi, je pense. C'est sur la saison. C'est si à la fin de la saison, au mois de mai, t'es pas qualifié en Ligue des Champions, l'année qui suit, l'année prochaine, tu prends 25%, moi. Mais là, on l'a fait. Même si on est éliminé, ils les gardent. Je suis pas sûr. La saison a commencé. C'est ma logique en tout cas. Parce que non, je crois. Moi, je pense plutôt que c'est une prime à la fin de l'année qui correspond à tes 25% de ton salaire. Ouais, la prime, c'est-à-dire que tes 25% de ton salaire qui sont versables à la fin.
Après, ce serait dur de faire 25% de ton salaire qui est payé à la fin parce que nous, on paye assez mal. Donc, je sais pas s'il y a un Aldi ou un Lidl à Manchester. Bah, je dois y aller bientôt, donc je vous dirai si y en a un près d'Old Trafford parce que si je vois Dallo qui est en train de vendre des légumes pour pouvoir manger. Vous savez que là, il fait le beau, mais s'il croise Meurthaud qui lui propose un salaire à je sais pas combien de millions, il signe et ça devient son meilleur pote. Hein. Qui, moi? Non, mais tu fais la vaisselle s'il faut. S'il me donne 2,3 millions, s'il me donne le salaire de Fletcher pour faire ce qu'il fait. Mais tu vaux pas mieux que nos joueurs, en fait. Moi, je suis 100 fois pire. Hein. Donc, il a pas leur talent. Par contre, alors, oui, pas loin. Par contre, je vous promets que quand je vais là-bas, si je suis engagé par Meurthaud, s'il est encore là, je peux glisser dans les escaliers et faucher malheureusement Scott McTominay. Parce que je me désolidarise encore une fois de au mois de février, Adama, t'as un mauvais frère. Non, moi c'est moi qui vais aller en prison en premier, les gars. Ouais, c'est vrai. Oh non, mais là c'est roue libre. Ils voulaient pas qu'on se critique dans les commentaires, mais là c'est roue libre, c'est pas possible. Ils vont peut-être pas comprendre. Désolé les gars, mais s'il y a un problème avec notre podcast, vu les 4, je vous promets que c'est pas le Suisse blanc qui va prendre en premier, ça je vous promets. Donc, non, bah, stop, ça s'arrête là, c'est pas possible. C'est dingue. C'est une dinguerie, ça s'arrête là. Stop. Bon, donc pour clôturer pour Mainou, moi j'espère qu'il va enchaîner. J'ai juste peur que Bruno va revenir et qu'on va remettre Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes et que le foot meurt. Le problème, c'est que le gars qu'il est censé remplacer, il a une importance monstre cette année, McTominay. C'est ça le problème. Le gars, c'est vrai, le temps de jeu, il est censé prendre la place. C'est McTominay. Le temps de jeu qu'est censé avoir Mainou, c'est McTominay c'est McTominay qui le prend pour l'instant. Et malheureusement, il était censé partir, il est resté. Et comme je l'avais dit l'autre fois, ça me choque qu'un mec sur qui tu comptais pas, que ce soit lui ou Maguire, sur qui tu comptais pas et que tu voulais vendre, t'en fais un de tes hommes clés cette année. Attends, t'en fais ton capitaine. Merci Adama. Oui, aujourd'hui. Ça reste une alors que même si Antoine n'est pas entièrement d'accord, je veux dire, si le brassard là aujourd'hui avait été collé sur Shaw ou Varane, personne ne crée au scandale. Pour moi, c'était Varane. Non, mais tu peux pas mettre Shaw. Pour moi, les deux, Varane, tu peux pas lui mettre parce que tu essaies de le faire dégager. Il a joué 5 matchs sur les 40 derniers, donc il peut pas. Mais ça reste une exception aujourd'hui. Et Luke Shaw, il est dans tous les mauvais bails de Manchester United depuis 10 ans. Et quoi qu'il arrive avec les capitaines, il a jamais été considéré. Donc, c'est que quand il y a eu Maguire, personne ne pense que c'est un capitaine. Oui, mais pour du ponctuel, ça aurait pas choqué pour du ponctuel. Je pense même que Shaw faisait partie des mecs dont parlait Ole Gunnar Solskjaer quand il disait je voulais donner le brassard, il y a des mecs qui se cachaient. Donc je pense qu'il pour moi, c'est Rashford et Shaw. Ouais. Parce que je pense qu'on a fait le tour, les gars. On a fait le tour dans le cas sur Mainou, mais c'est vrai que ça va être un problème. Et pour l'avenir de Manchester United, c'est un très très gros problème si Scott McTominay prend des minutes à Kobbie Mainoo. Mainoo. Parce que on est bien plus. En fait, il peut bien plus jouer en première ligue que ce que faisait Garnacho l'année passée, par exemple. Dans un poste qui il est déjà prêt. Il est déjà prêt à jouer et à être titulaire des matchs. Et donc, s'il finit avec le même nombre de minutes que Garnacho l'année passée, parce que quand je prends Garnacho, c'est juste l'exemple d'un jeune qui sort et qui commence à jouer, ça me saoulerait un peu, honnêtement. Après, il faut voir les enchaînements de matchs. C'est encore autre chose. On n'a plus ça, on n'a plus qu'un par semaine, donc. Non, mais ne serait-ce que si tu le titularises 5-10 fois d'affilée, voir ce que ça donne. Ouais, là, on est encore sur du tout début. C'est très encourageant et c'est le point positif du jour. Mais on est encore sur du tout début. Et je suis pas pour le titulariser les 20 matchs ou 22 matchs qui nous restent jusqu'à la fin de saison. Hein. Je suis pour qu'il au moins la moitié qui puisse les commencer. Et pas qu'il joue 90, mais qu'il joue 70 ou qu'il rentre, qu'il joue quoi qu'il arrive à n'importe quel match. En fait, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait qu'il joue à n'importe quel match, titulaire ou en fin de match. Le problème, c'est que déjà le fait d'être éliminé de la Carabao et des compétitions européennes, ça va réduire déjà potentiellement le turnover. Son temps de jeu, oui, exactement. C'est ça. Et donc, déjà qu'il n'en faisait pas beaucoup avec toutes les compétitions, là, c'est mort. Même pas. Est-ce qu'on se finit un peu sur les chronos, peut-être? Prochain match, c'est West Ham. Non, c'est West Ham. Ah, West Ham. West Ham. Allez, je compte sur David Moyes. Sérieux, même si j'aime beaucoup David Moyes, je compte sur lui. C'est un raid au fond. Juste, on ne s'est pas concerté pour les podcasts. Ouais, on fera
Le prochain, si on fait dimanche, c'est dimanche 24 décembre. Alors, on va voir, on va se débrouiller. Ça sera peut-être pas le dimanche 24, mais on va se débrouiller, vous inquiétez pas. Ouais, on va essayer de vous sortir un truc pendant les fêtes, quoi qu'il en soit. Que ça soit un peu après, un peu avant. Moi, mettez-moi qui se regarde. Moi, je suis, il n'y a pas de problème, hein. On peut s'arranger. Hein. Ouais. Donc, prochain match. C'est infernal ce soir, les gars. C'est infernal. Prochain match face à West Ham. On va pronostiquer les de West Ham et Aston Villa. 2 matchs compliqués. Là, en plus, on aura une. Bon, mis à part le Boxing Day, on pourra avoir un vrai visu sur les pronos, parce qu'on n'aura qu'un seul match semaine. C'est pas compliqué, de toute façon, on est tous à la ramasse. Donc, moi, dès que je veux être positif, on prend une gifle. Dès que je veux être négatif, ça se passe plutôt. Est-ce qu'on reçoit ou on se déplace? On se déplace. On se déplace à West Ham et Aston Villa, c'est chez nous. Allez, ça gagne à West Ham. Ça gagne 3-1. 3-1 à West Ham. On a marqué 18 buts cette saison. Je sais, mais je compte sur David Moyes. Ça gagne 3-1 à West Ham. On avec en a mis un 3 petit but de Bowen ou je sais pas quoi. Ouais, non, mais vraiment. Et par contre, Villa, c'est plus compliqué, mais Villa, ils ont très peur. Il va falloir que ça s'arrête, donc match nul à Villa. C'est chez nous, hein. Pourquoi match nul contre Villa. Pardon. Ça a déjà commencé, Jérémy, pour que ça s'arrête. Non, mais c'est un début de frein en fait. Mais non, match nul contre Villa et alors 1-1, genre un vieux 1-1 contre Villa et en plus peut-être même contre le cours du match, hein, genre peut-être on se fait marcher dessus tout le match, mais comptablement ça sort nul. Ouais. Et la victoire, quand même la victoire contre West Ham là, ça y est quand même. Je veux dire à un moment donné, on joue 4-6, on est à une victoire, on est à une défaite. Tu peux dire victoire ou défaite, on a une victoire sur deux à chaque fois. Hein. Donc, on a perdu autant de matchs. Donc voilà, victoire à West Ham et match nul contre Villa. Moi, j'hésite sur entre match nul et défaite contre West Ham, mais je vais partir sur défaite 2-1. Adama, qu'est-ce qu'ils t'ont fait Non, mais là, c'est bon, parce qu'avant, j'étais un peu enchanté et tout, et là, maintenant, vu que je suis plus derrière le coach, donc maintenant, c'est bon, on retourne à la réalité. Défaite 2-1 contre West Ham. Ne pas oublier ce qui s'est passé aussi l'année dernière. Et Aston Villa, malgré contre toute attente, là, on gagnera. On gagnera contre Aston Villa, du coup, 2-1. Moi, je vais dire victoire West Ham. 1-0. Et j'ai envie de dire défaite, mais je pense que. Enfin, j'ai envie de dire match nul, mais je pense vraiment qu'on aura une défaite face. Les Aston Villa, franchement, c'est l'équipe surprise de début de saison. Ils tapent tout le monde. C'est le coach qui est chiant. C'est une équipe surtout. Ce que nous, on n'est pas. Eux, c'est vraiment une équipe. Les joueurs sont faits pour jouer. Tu vois, chaque match, il y a un joueur qui est titulaire, qui n'était pas au précédent. Il y a des petits ajustements tactiques. Il y a rien qui se fait ressentir, quoi. Le mec, il se met au diapason, il est dans le truc. Donc, je pense qu'ils vont nous faire bien chier. En plus, à Old Trafford cette année, c'est pas la forteresse que c'était l'année dernière. Donc, justement, là, ils vont ouvrir le jeu et on va les percer. Ouais, mais même en ouvrant, ils restent quand même bien solides et bien compacts, les mecs d'Emery. Donc, je vais dire nul, 2-2. Ok. Donc 1-0 à West Ham et 2-2. Moi, je trouve que vous mettez beaucoup de goals pour nous, parce que vu ce qu'on propose comme jeu offensif, pour moi, 0-0-0-0. Je vous propose. Je trouve que le premier match nul qu'on a fait aujourd'hui, par contre. Ouais, mais moi, je vous propose du football champagne à base de 8 à 9 tirs sur l'ensemble des deux matchs. Ah, mais t'as peut-être raison, parce que là, ils respectent les consignes. Donc... On va jouer tant qu'il n'y a pas. Oh non, mais il y aura Bruno, donc on encaissera. Alors, McTominay, donc on encaissera 2 fois. Non, mais McTominay marquera. Ah oui, c'est vrai. Ça s'annule. Il y a McTominay, donc qui va causer 4 goals. Il en marquera 1 et on dirait qu'il a fait un bon match. Non, 0-0-0-0. D'accord. Alors, on a tous des pronos relativement différents. C'est marrant. Des fois, on est un peu raccord. Tu nous ramènes à l'époque Van Gaal, là, Antoine. Je nous ramène à nos heures les plus sombres, donc chaque année depuis 10 ans. Les années Rangnick. Okay. Moi, là, pour le moment, je ressens plutôt exactement ce que je ressens quand je regardais les matchs sous Rangnick et la fin Solskjaer, où j'ai l'impression qu'on crée rien.
absolument rien. Et puis les chiffres le montrent. On est insipide. Il n'y a pas de mouvement. Ça fait, donc, on va pas relancer, mais ça fait 10 ans qu'on demande des simples 1-2, des simples dédoublements, des simples envies. Alors Højlund fait des appels, mais bon, tout seul, voilà. Et on génère rien, quoi. Je nous sens. On est amorphe. Exactement. Donc face à deux équipes qui défendent bien, je suis plutôt optimiste que pessimiste, je pense. Bon, je dis ça, ils viennent d'en prendre 5 face à Fulham, West Ham, mais donc non. Triplé de passes décisives d'Andreas Pereira. Le King. Il a 6 passes D, le deuxième meilleur passeur du championnat. Ouais. On voit que c'est la photo de profil sur le forum qui parle. Bon les gars, donc on s'arrête là sur ce 47e podcast. Donc merci d'avance, comme j'ai dit, si vous pouvez vous abonner, mettre un petit like. On arrive aux 700. J'aimerais bien qu'on puisse avoir ça avant le Boxing Day. Donc on vous remercie pour votre soutien et on vous souhaite de bonnes fêtes si on ne fait pas un podcast avant. Et allez, vive Manchester United.